bien direct. Ah, pardon. Ah oui, c'est bien. Hein. Ah, ça marche bien. Ah oui. Ah non, parce que t'as toujours l'air con, mais souriant maintenant. C'est top. Ça t'a coûté combien? 130 000 balles. Ah oui. C'est pas grave, c'est de l'argent public. Ah, top. Bonjour et bienvenue dans le récap. Un tout petit mot avant de commencer parce que l'heure est quand même grave. Le média pourrait disparaître dans les semaines à venir. Pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels et ce, avant le 30 juillet. Alors une première étape a déjà été franchie. Nous avons dépassé le cap des 3 000 nouveaux donateurs. Un immense merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Mais la mobilisation doit évidemment continuer. À l'approche de 2027, le média, la seule télé indé de France, doit continuer d'exister. Alors rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Nous sommes le mardi 16 juin et j'en connais un qui se prend les pieds dans son média training. N'est-ce pas Jordan? Ah bah ça la fout mal quand même, hein. 130 000 € d'argent public investi dans du coaching pour cesser de passer pour un imbécile en interview. À ce tarif-là, les contribuables sont en droit d'exiger le remboursement. Alors tout est parti d'une image. Jordan Bardella se pavanant en tribune du clinquant Grand Prix de Monaco, verre à la main, tout sourire, avec sa princesse à particules. Gros hic, la course de F1 se déroulait pile au même moment que la marche blanche pour la jeune Liana. Une erreur de débutant en politique que n'ont pas manqué évidemment de pointer ses adversaires, laissant un Jordan Bardella particulièrement fébrile au moment de s'en expliquer sur le plateau de BFM. Question courte, réponse courte. Qu'est-ce que vous répondez à certains de vos opposants qui vous ont reproché, je cite, un manque de décence de vous afficher au Grand Prix de Monaco, alors qu'au même moment, il y avait la marche d'hommage à la petite Liana, justement, à Florence. Qu'est-ce que vous répondez à ces opposants, notamment Fabien Roussel? C'est une question sérieuse? C'est très sérieux, oui. Eux, en tout cas, l'ont mis sur la table. Donc vous, d'abord, la marche blanche que vous mentionnez, il y en a tous les jours, hein, mais la marche blanche que vous mentionnez, la famille avait demandé à ce qu'il n'y ait aucun responsable politique. Donc je ne comprends pas bien ce que vous me reprochez. Il se trouve que dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, même si on n'en a plus quand on fait de la politique, j'apprécie beaucoup la Formule 1 et que j'ai l'occasion de me rendre régulièrement à des grands prix, en l'occurrence avec mon père et avec ma compagne. La question que ça pose, Jordan Bardella, c'est le décalage entre les images et les photos. J'étais dans un endroit... Non mais d'abord, je n'ai publié aucune photo. Non, mais il y a des photos qui ont été diffusées de vous avec votre compagne à ce Grand Prix de Monaco en buvant du champagne. Non, en buvant un coca avec des glaçons. Alors, du coca, ce que ça pose, c'est la question du décalage entre ces images et ce qui se passait à ce moment-là dans le pays. L'émoi et la colère suscitée. Fabien Roussel, vous avez attaqué politiquement là-dessus. Vous étiez où, vous, dimanche dernier? Alors, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde fait ce qu'il veut de sa vie. Bah, je suis ravi de l'apprendre, mais est-ce qu'à posteriori, vous dites, effectivement, peut-être que c'était une erreur d'être là à ce moment-là, lorsqu'il se passait ça dans le pays? Non mais madame, la famille, pardon, des marches blanches, il y en a tous les jours. Vous n'allez pas me reprocher de ne pas m'être exprimé sur cette affaire. Je fais ça tous les jours. Il se trouve que j'apprécie la Formule 1 et que j'ai régulièrement l'occasion d'aller à des grands prix avec ma famille. Est-ce que j'ai encore le droit dans ma vie privée? Ce soir, je pensais peut-être aller au cinéma voir le film sur le général de Gaulle. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'y aille? Jordan Bardella, la politique, et vous le savez mieux que moi, c'est aussi une affaire d'image. Ah, c'est un naufrage de bout en bout cette séquence, hein, une démonstration assez spectaculaire de ce qu'il ne faudrait jamais faire en politique. Alors déjà, dire et répéter d'ailleurs qu'il y a des marches blanches tous les jours en France, ah bah alors c'est catastrophique. Hein. Alors on voit bien hein, ce que Jordan Bardella cherche à faire. Il déroule l'habituelle rengaine de l'extrême droite sur la France qui serait un gigantesque coupe-gorge d'insécurité et où les drames sont absolument quotidiens. Sauf que cette fois, ça ne marche pas. À force de vouloir servir ces éléments de langage, le président du RN finit tout simplement par relativiser l'affaire Liana, comme s'il s'agissait d'un fait divers parmi d'autres. Il la banalise. Or, la France entière s'est émue du sort de cette collégienne de 11 ans, tuée par un homme pédocriminel présumé, déjà visé par plusieurs plaintes, sans jamais avoir été inquiété par la justice. Ce dimanche-là, pendant qu'il prenait du bon temps avec la haute
à Monaco, 6000 personnes réclamant justice s'étaient rassemblées dans les rues de Fleurance, dans le Gers. Alors dans les rangs du RN, la petite phrase n'est pas passée inaperçue et l'image encore moins. Elle a fait grincer quelques dents parce que l'affaire Liana, sur le papier, c'est du pain béni pour l'extrême droite. Alors oui, bon, le criminel est blanc, c'est pas ce qu'il préfère. Et non, le RN n'est pas exactement en pointe sur les violences sexuelles, encore moins sur la pédocriminalité, on le sait. On se souvient d'ailleurs que Bardella, encore lui, avait dû recadrer ses ouailles qui, malgré la condamnation définitive de Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs notamment, continuait à défiler tranquillement sur son plateau, sur CNews. Bon, en revanche, on peut le dire, l'affaire Liana a déclenché une émotion nationale, une colère forte et surtout un sentiment très politique, celui d'un État qui n'a pas su protéger. Et ça, c'est un terreau très favorable pour le Rassemblement national, particulièrement à 10 mois de la présidentielle. Alors, il n'y a même pas besoin de broder, juste à dérouler le narratif habituel sur l'insécurité, la perte de contrôle de l'État, une justice et des institutions défaillantes. Tout est déjà là, prêt à l'emploi. Et à chaque nouvelle info, ils ont qu'à remettre une pièce dans le jukebox de l'indignation. Or, on le sait, la colère est l'un des principaux moteurs du vote extrême droite en France. Et en prime, le RN peut se draper, comme toujours d'ailleurs, dans la vertu du parti qui n'a jamais gouverné, exempt de toute responsabilité dans ses dérives. D'ailleurs, le député RN Jean-Philippe Tanguy ne s'est pas gêné pour affirmer que si l'extrême droite était aux affaires, tout serait différent. C'était dans l'émission Questions politiques le 7 juin dernier. Alors tout ça pour dire que réussir à rater comme c'est raté Bardella sur cette séquence, c'est quasiment une performance olympique en soi. Surtout que le naufrage ne s'arrête pas là. Il y a un double effet qui se coule. À la petite phrase sur les marches blanches, là, s'ajoute l'image, l'image de l'homme du peuple qui en prend un sacré coup. Et pourtant, Bardella et plus généralement le RN font des pieds et des mains pour installer cette image montée de toutes pièces dans l'esprit des gens, celle d'un Jordan Bardella qui aurait grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis, élevé par une pauvre maman solo en galère. Mais tout ça, c'est du pipeau, ou du moins une version très largement arrangée de la réalité de la jeunesse privilégiée de Jordan Bardella. Le petit prodige au poil dans la main se garde bien de parler de son petit papa, un chef d'entreprise vivant à Montmorency dans le Val d'Oise, qui l'a toujours choyé et qui donc lui aurait fait goûter régulièrement au plaisir des tribunes des Grands Prix de F1 avec tout le gratin mondain. Forcément, c'est pas la même. À cela s'ajoute évidemment sa récente idylle avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, l'héritière d'une couronne en toque, certes, mais véritable icône de la jet-set, s'affichant avec un train de vie démesuré, bien éloigné évidemment de celui des Français. Ça commence à faire beaucoup. Mais rassurons-nous, Jordan ne buvait que du coca avec des glaçons. Dans sa tribune VIP, l'honneur est sauf. Trèfle de plaisanterie, mais... Trèfle de plaisanterie, comme dirait l'autre, Jordan des deux Monaco du PMU. Au départ, sa relation était un atout charme, évidemment, mais le récit commence à un peu tourner vinaigre. Force est de constater que le couple incarne tout ce que dénonce, aussi faussement d'ailleurs, Marine Le Pen et son père avant elle, ce qu'il appelait en son temps le gang de l'establishment, une façon de désigner les élites, les héritiers justement, cette caste des bien-nés au nom aussi long que leurs privilèges. Autrement dit, qu'on est en plein dedans avec la petite amie Aristo de Bardella. Alors certes, la donzelle est du plus bel effet pour faire le buzz à chaque apparition et aussi pour en finir avec les rumeurs d'homosexualité qui collaient au basque de Bardella. Un atout charme, on l'a dit, plutôt opportun juste avant une élection où, on le sait, l'image compte presque plus désormais que le fond politique. Mais Bardella pourrait bien finir par se faire prendre à son propre jeu en incarnant tout ce qu'il prétend combattre, un homme privilégié qui n'a jamais travaillé mais qui a tout et surtout qui ne comprend rien aux réalités de ses électeurs. Une dissonance qui ne passe pas inaperçue et qui met elle aussi le média training de Bardella à rude épreuve. Une Bourbon à l'Élysée avec ce qui est arrivé au lointain arrière, petit, cousin, je ne sais pas si vous arrivez à faire le lien généalogique. Et il y a eu une Maria Carolina de Bourbon
qui a dormi à l'Élysée il y a quelques années. Ça, c'est pas très bien. Quelques dizaines d'années, ça, c'est pas très bien terminé. Qu'est-ce que vous faites de ce symbole-là? À l'échelle de l'histoire de France, ce serait quelque chose. Qu'est-ce que vous en faites? Non, mais avant d'être un symbole qui est éminemment supérieur pour tout amoureux de l'histoire de France, et avant d'être le passé commun de tous les Européens, c'est d'abord la personne que j'aime. Et donc avant de regarder le nom, je regarde d'abord la personne qu'elle est, la personne qui partage ma vie, et je suis extrêmement fier d'elle. Ah, sortez les violons, tout ceci ne serait rien de plus qu'une belle love story interclasse. Le petit roturier et la jolie princesse tombés éperdument amoureux. Sauf qu'il n'est pas le seul à s'intéresser à la personne qu'elle est, justement. Donc ma sœur et moi avons toujours été scolarisés à la maison. Donc toute notre vie, nous avions des professeurs particuliers qui venaient chez nous. C'était toute une énorme organisation. À un moment, nous avions plus de 12 professeurs à la maison. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient même que nous étions à la maison en pyjama à faire des cours, mais ce n'est pas du tout comme ça. Au contraire, nous avions même un uniforme. Nous avions des horaires très rigides avec des professeurs qui venaient des différentes écoles et universités à Monaco, à Paris, à Rome. Nous voyageons toujours avec eux. Et quand elle parle de voyage, ne vous imaginez pas une carte SNCF famille nombreuse. C'est pas vraiment le standing de la famille Bourbon des Deux Siciles. Belle maman préfère les jets privés. Et merci le bilan carbone. En tout cas, ne nous étonnons pas si d'ici quelques mois, l'Altesse royale se voyait gentiment confinée dans son palais en toute discrétion pour les besoins de la campagne présidentielle du nouveau venu dans la famille. Alors voilà, 130 000 € d'argent public, des mois de coaching, des heures à travailler sa posture, son regard, son sourire, sa façon de ne pas transpirer sous les projecteurs. Et qu'est-ce qu'on obtient au bout du compte ? Un Bardella qui t'explique en direct sur BFM que les marches blanches pour une pauvre gamine tuée par un pédocriminel en puissance, bah bof, il y en a tous les jours. Chapeau l'artiste. Pour ce prix-là, on aurait pu au moins espérer qu'il apprenne à regarder le calendrier avant d'aller se pavaner à Monaco avec son aristo. L'avantage de ce genre de séquence, c'est quand même que le paradoxe Bardella et du RN s'expose dans toute sa splendeur. L'homme qui a bâti toute sa carrière politique sur la dénonciation des élites déconnectées vient de nous livrer en un week-end la démonstration la plus parfaite de ce qu'est justement une élite déconnectée et sans l'aide de personne, sans même s'en rendre compte d'ailleurs, c'est presque du talent. La princesse, le circuit, les yachts, la tribune VIP, il ne manquait plus que le monocle et le labrador pour compléter le tableau. Ce que Jordan Bardella a révélé ce week-end sans le vouloir, c'est l'escroquerie fondamentale du Rassemblement national, instrumentalisant la souffrance des gens ordinaires tout en les méprisant souverainement, recyclant leur deuil en munitions électorales le lundi pour trinquer avec le gratin monégasque le dimanche, utiliser la colère des invisibles comme carburant politique tout en sirotant son coca ou ce qu'il veut d'ailleurs en tribune VIP avec une héritière qui prend un jet privé comme on prend le bus. Parce qu'au fond, le vrai problème de Bardella, c'est pas son coach, c'est lui, un apparatchik de 30 balais, là, propulsé à la tête d'un parti sans avoir jamais rien fait, rien construit, rien traversé, sinon les paddocks de Monaco et les couloirs du Parlement européen, mais juste une fois pour une vidéo TikTok. Et ça, aucun coaching au monde ne pourra le corriger parce que le problème de Bardella, c'est pas vraiment son image, c'est que derrière, c'est le néant. Mais au passage, rends quand même l'argent, Jordan.
Et avant de continuer avec le reste de l'actualité, on vous rappelle notre objectif de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média. Le premier média télé indé de France ne peut pas disparaître juste avant 2027. Pour nous aider, c'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Pour cela, rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis vous le savez, si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble des sujets, d'en proposer même, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. Le syndicat Solidaire a déposé ce lundi 15 juin un recours contre l'État devant le tribunal administratif de Montreuil. Il dénonce de graves atteintes aux libertés syndicales. Le syndicat conteste les méthodes utilisées en janvier 2024 par la DGSI lors de la convocation et de l'interrogatoire de Tayeb Kouira, responsable de Sud Aérien et secrétaire national de Solidaire. Dans une enquête faite par les équipes du média, le syndicaliste raconte qu'il aurait été convoqué par téléphone à un commissariat de Seine-Saint-Denis avant d'être interrogé pendant près de 2 heures par des agents du renseignement. Hors de tout cadre judiciaire classique, il lui aurait été notamment demandé de s'expliquer sur ses activités militantes et ses prises de position en solidarité avec la Palestine. On l'aurait accusé de glorifier le Hamas. On écoute Tayeb Kouira, c'est un extrait de notre enquête pour l'émission Face Cachée. On voit bien que ils étaient dans l'obligation de retrouver un autre élément, parce que moi ce qu'on m'accusait c'était de glorifier le Hamas. Donc ils ont rebasculé leur argumentaire sur une menace d'attentat imminent. Et ça, je pense que c'est un peu gros, surtout qu'ils savaient très bien que j'étais un délégué syndical, j'avais des responsabilités syndicales aussi, que ce soit sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, mais pas que, mais c'est tous les aéroports français avec mon statut de porte-parole national. Donc on voit bien que derrière, il y a de l'intimidation et on voit bien que c'est de la barbouzerie. Il ne faut pas oublier, il faut prendre aussi en considération que ce moment-là, il y a une vague de répression, que ce soit pour la défense et le soutien du peuple palestinien, mais aussi une revanche du gouvernement de Macron, surtout sur ce qui a pu se passer pendant les réformes des retraites. Il ne faut pas aussi oublier que j'ai été convoqué au mois de janvier, mais au mois de juillet, on a eu les Jeux, août, on a les Jeux Olympiques qui arrivaient. Dès qu'il y avait vraiment cette peur aussi d'avoir une grève massive dans l'aérien. Le syndicat Solidaire estime de son côté qu'il s'agit d'une tentative d'intimidation visant un responsable syndical et dénonce un usage détourné des techniques de renseignement. La plainte de Tayeb Kouira pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle a été classée sans suite en septembre 2024 à l'issue d'une enquête expéditive. Aujourd'hui, avec ce recours contre l'État, le syndicaliste espère que ses droits et sa liberté syndicale soient enfin respectés. Affaire à suivre. 12 ans de procédure et un espoir pour les victimes de l'agent Orange. Ce mardi, la Cour de cassation examine le pourvoi de Tran Ton Nga, franco-vietnamienne de 84 ans, contre 14 géants de l'agrochimie, dont Bayer Monsanto. Elle les accuse d'avoir produit le fameux agent Orange, cet herbicide ultra toxique et massivement utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. C'est une affaire que l'on suit attentivement aux médias et ce depuis plusieurs années. Nous avions notamment reçu en plateau Tran Ton Nga. Cette ancienne journaliste affirme avoir été exposée à ce produit contaminé à la dioxine. Elle souffre aujourd'hui de plusieurs pathologies qu'elle relie directement à cette exposition. Une de ses filles est même décédée d'une malformation cardiaque et d'autres membres de sa famille présentent également des séquelles. En première instance à Évry en 2021, puis devant la Cour d'appel de Paris en 2024, sa demande avait été jugée irrecevable. Mais cette fois, elle espère obtenir un nouveau procès. L'avocat général de la Cour de cassation a d'ailleurs recommandé de casser l'arrêt de la Cour d'appel. Une décision qui pourrait faire jurisprudence sur la responsabilité des multinationales dans les conséquences sanitaires et environnementales des conflits.
Et on vous en parlait déjà hier dans le récap, les États-Unis et l'Iran ont annoncé avoir trouvé un accord de paix. Alors on en sait un petit peu plus sur les détails de cette entente. D'abord que Donald Trump n'a pas souhaité un renversement du régime iranien qu'il considère comme dirigé par des personnes, je cite, raisonnables. Lors du sommet du G7, le président américain a affirmé que l'Iran ne possédera jamais l'arme nucléaire et qu'il s'agit d'un principe fondamental de l'accord avec Téhéran. Alors bien sûr, il a accompagné tout ça d'une menace, comme il les aime tant, en disant que si les Iraniens ne respectent pas ce principe, je cite, ils vont subir des conséquences incroyables, l'enfer va s'abattre sur eux, ils ne vont pas faire ça. Fin de citation. L'Iran, de son côté, ne se laisse pas faire. Dans des propos rapportés par l'agence de presse iranienne IRNA, le chef du système judiciaire iranien a déclaré de son côté qu'il ne faut jamais faire confiance à cet ennemi perfide, malfaisant et criminel. Téhéran a aussi imposé une condition fondamentale, la fin de la guerre sur le front libanais, qu'il considère comme lié à l'Iran face à Israël. D'ailleurs, Trump a déclaré de son côté être mécontent des récentes frappes israéliennes sur Beyrouth, tout en suggérant à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah. Mais bon, pas sûr que Damas soit vraiment intéressé. Une cérémonie de signature aura lieu vendredi à Genève et le président américain a l'intention de rendre tous les détails de l'accord publics, ligne par ligne, pour reprendre ses mots. Et merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et puis souvenez-vous, pour nous aider, rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr. Devenez un de nos 10 000 donateurs mensuels et aidez-nous à sauver notre chaîne avant le 31 juillet. En vous remerciant d'avance, très bonne soirée sur le média.